Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à La Prescription avec Dr Fredounet-Lambert. Et avant de vous présenter mon invité, je suis très excité par cet épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concert, d'une vulgaire plug, comme on dit, à moi. Dans le cadre d'un concert d'une série qui s'appelle Ensemble en résidence au Conservatoire de Montréal, eh bien, le Quatuor Molinari, mon quatuor, présentera 3 quatuors du compositeur minimaliste américain Philip Glass. Et ce concert aura lieu le 24 mars, vendredi le 24 mars, au Conservatoire. Les billets, c'est entre 8 et 20 $. C'est moins cher qu'aller au cinéma. Alors, s'il vous plaît, venez voir ça. Aussi, pourquoi ce concert-là est important pour nous? On va jouer les quatuors numéro 5, 6, 7 de Philip Glass parce que nous allons les enregistrer en juin. Donc, pour nous, c'est une espèce de pratique. C'est aussi une occasion d'essayer des choses et éventuellement, nous allons graver ça sur disque. Et ces quatuors-là seront moins connus. À vrai dire, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment été joués à Montréal, donc ça va être intéressant si vous aimez ce type de musique. Et par la même occasion, ce 24 mars, nous allons sortir un disque aussi. Donc, Quatuor Molinari et Vincent Boilard, une collaboration des quintettes avec le hautbois solo associé de l'Orchestre symphonique de Montréal. L'album s'intitule Lumière nordique et c'est sous l'étiquette Atma Classique et on présente 4 quintettes pour hautbois et quatuor à cordes des compositeurs canadiens de Brian Cherney, Stuart Grant, Michael Parker et Elizabeth Rom. Donc vous allez découvrir du répertoire d'ici. D'ailleurs, à ce concert, nous allons aussi jouer des extraits de ce disque. Donc, c'est une jolie soirée. Je vous invite, ça serait sympathique de vous voir. Aujourd'hui, oui, nous avons ce cher Pierre Brassard, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir pendant 1 heure. On était un peu serré dans le temps. On aurait pu continuer facilement une 2e heure, mais il avait des rendez-vous à l'autre bout de la ville. Alors, on a quand même pris le temps de discuter. Il y a tout un aspect que j'aurais voulu aborder avec lui. Ce sera une autre fois, mais c'était le dessin, parce que c'est un artiste visuel, ce Pierre Brassard. J'ai même acheté une de ses œuvres que j'aime beaucoup. Et si vous êtes curieux de voir ce qu'il fait, d'ailleurs, vous pouvez vous en acheter, vous en procurer une. C'est sur son site internet pierrebrassard.com. Allez voir ça, c'est vraiment joli. Et oui, vous le connaissez, c'est une légende des médias, mais quand même, laissez-moi vous faire une introduction digne de son nom. Le Val-d'Orien Pierre Brassard apparaît dans le paysage culturel québécois à la fin des années 80, d'abord comme humoriste solo et ensuite au sein du groupe d'humour Les Bleus Poudres. Son personnage de Raymond Baudouin, créé lors de l'émission Sans Limite, un reporter audacieux aux questions impertinentes, armé d'un Polaroid interviewant les personnalités publiques, continue de marquer les esprits malgré son retrait de la vie médiatique pour l'instant. Les pièges téléphoniques accomplis avec ses camarades Bleu Poudre, mettant en vedette les grands de ce monde, du pape Jean-Paul II en passant par Brigitte Bardot et la reine Élisabeth II, ont fait le tour de la planète, entrant ainsi dans les annales radiophoniques. Pierre poursuit une carrière à la radio, à la télé et sur scène en tant qu'animateur, acteur et humoriste. Il prête son talent aux séries à succès Caméra Café, Le cœur a ses raisons, et participe à 7 éditions de la célèbre revue humoristique Bye Bye de 2013 à 2019. Voici ma conversation avec Pierre Brassard. Facile comme ça. Hey, tu disais justement, oui. Tantôt tu t'en as rencontré des gens qui allaient te proposer, qui allaient te dire justement, tu disais la belle question, ou je sais pas si c'est une belle question, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Ça, est-ce que c'est arrivé souvent?
à date? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent qu'on me pose cette question-là parce que quand c'est le temps d'une étape de brainstorming, là, de remue-ménage avec une équipe de production, ben des fois, il y a une idée qui est sur la table, qui est claire. Mais aussi, souvent, avec moi, ça dérive vers autre chose, puis on dérape, puis là, on me demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie. Mais c'est une question qu'il faut que je me pose et qui revient. J'ai pas toujours la réponse, mais ça revient vraiment assez régulièrement, de façon, je vais dire, ponctuelle. Et puis là, plus on avance en âge, j'ai 56 ans, et je me dis, il faudrait bien que tu le saches, parce que il y a des choses que je suis connu pour avoir fait toutes sortes de trucs. Oui. Le présentateur, l'anchorman, le gars de nouvelles. T'es un des gars les plus difficiles à définir, pour oui? vrai, je trouve. Parce que, tu sais, il y en a plusieurs qui te mettent dans un mot, qui est humoriste, mais je suis pas d'accord non plus. Puis là, justement, tu vois, t'énumères tout ça, puis c'est vrai. Tout est vrai aussi. Tu as fait tous ces rôles-là. Ouais. Et c'est compliqué un peu. C'est compliqué, mais c'est difficile de savoir la perception que les gens ont de nous, à moins de les arrêter dans la rue ou demander à Léger de faire un sondage. Ce qui m'avait d'ailleurs déjà proposé il y a très longtemps, mais à une autre époque. Puis j'ai fait, OK, j'étais en train de tourner Caméra Café à l'heure du midi, on était dehors, on prenait un petit espresso, puis là, je n'ai pas répondu à ça, mais ça m'a toujours... Je sais qu'il y a des humoristes qui l'ont fait aussi. Ouais. Et puis après ça, ils vont se conformer un peu à ce que leur public veut. Puis ce qui est peut-être pas nécessairement la bonne chose à faire non plus. Ça dépend qui tu veux rejoindre. Mais effectivement, chaque fois, ça devient un peu une introspection. Si on me dit t'es difficile à définir, probablement aussi, mais c'est bien aussi de se faire dire t'es dur à saisir, on ne sait pas qui t'es ou à quelle case tu te loges. Mais bon, dans le cas du travail, du brainstorm et tout ça, ce que j'allais dire, en fait, c'est que parfois, il faut peut-être se rendre à l'évidence que les gens, ils nous aiment pour un certain type, c'est-à-dire, OK, un peu décalé, présentateur. Puis moi, peut-être que je rêve, et je l'ai déjà fait, j'ai joué comme acteur dans des comédies à sketch. Quelques films aussi. Oui, mais tu sais, je revendique peut-être un jour l'envie de faire un rôle un peu plus sérieux ou embarquer dans des personnages, mais finalement, peut-être que je dois me dire aussi, coudonc, t'es là pour déconner et avec un peu de substance dans ma personnalité, là, parce qu'il y a toujours un petit peu un fond, là, j'ai un côté pince sans rire, mais peut-être que c'est ça, au lieu de chercher à être acteur ou être... c'est ça. C'est moi, c'est un peu ça, ma réflexion, parce que c'est drôle, je m'en venais de te rencontrer, mais aussi j'ai des rencontres à faire, puis donc je suis dans cette espèce de questionnement, puis je me suis dit, pour ce qui est de l'acteur, peut-être que j'ai envie de jouer à l'acteur et non pas de jouer le rôle. Je suis peut-être pas encore tout à fait prêt. Je veux encore exister en Pierre Brassard. Montrer mon essence, comme je le montre en exemple à la journée d'Encore jeune, où je fais un truc qui dure 3-4 minutes, mais qui est vraiment proche de ce que j'ai déjà fait, ou ce que c'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir un peu retrouvé mon clown-là. Qui est un segment du vendredi. C'est un segment. Donc qui est super, la femme. Merci. C'est ça. Et qui me prend un temps fou et c'est en train de devenir obsessionnel. Ah oui, vas-y donc, explique-moi ça. C'est parce que c'est juste 3 ou 4 minutes, mais c'est une rafale de gags, d'observations sur une... Je propose aux gens des activités pour le week-end, c'est ça. De fausses activités, et je recommande des émissions de la première chaîne, d'ici Musique, où on travaille finalement, mais avec des faux sujets, etc. Donc, une fois qu'on a parlé que ce soit de Pénélope, que ce soit du 15-18 ou de d'autres émissions, à un moment donné, il faut que je commence à y réfléchir tôt dans ma semaine, mais je me rends compte que je m'abreuve de toutes sortes de sources. Je m'abonne à Narcity, le magazine sur Instagram. T'es abonné, ah ouais? Oui, c'est parce qu'eux vont me nourrir, ils vont suggérer. Les gens straight, ils sont pas si straight, là, mais bon, les gens straight qui proposent des activités, ça va m'inspirer à être... Ouais. Mais là, je me rends compte que ça fait depuis lundi, parce que, bon, dans mon processus, en ce moment, je suis rendu au jeudi, et demain, c'est la diffusion, mais j'en ai, mais je dois constamment... Et là, je me dis, bon... Est-ce que c'est un peu épuisant? C'est un peu le fun à faire. C'est beaucoup plus... c'est très agréable à faire. Ben oui. Mais, fait que c'est ça. Ça me ressemble beaucoup. Ça me définit. Comment tu marches? C'est-tu genre, t'as ton iPhone, puis tu dictaphones, puis tu fais ta, ou t'écris un peu, ou... J'écris, on connaît les documents en ligne, le Drive et tout ça. Ah, t'es sur les Drive, OK. Je suis là-dessus. Par contre, des fois, je teste des blagues. J'ai une amie, là, un peu mon éminence grise. Elle est dans ce domaine-là, mais je lui teste un gag. Et puis, j'envoie même une photo avant. Je lui dis tel gag par texto. Puis là, je copie-colle, je mets ça dans le Drive. Donc, je suis un peu, le dictaphone. Des fois, je m'installe, j'ai rien aussi, puis là, je pars. Ça peut marcher aussi quand je manque de jus. C'est-à-dire que... Mais...
Non, mais ce matin, par exemple, j'ai écouté l'émission du matin, puis là, il y a eu un moment qui m'a amusé. Alors, j'ai tout de suite dit, OK, j'ai noté l'heure, je vais le faire extraire de l'émission. OK. J'ai pensé à un gars. Là, à un moment donné, je marche aussi aux mots, dans le sens de le drive me donne le nombre de mots. Parce qu'on est en direct à la journée. Ouais, là, c'est ça, ouais. On a 4 minutes. Là, on dit que 150... Jean-Sébastien Girard me dirait, bon, 1 minute, c'est 150 mots. Moi, je vais quand même assez vite, mais c'est vrai. Donc, je fais x4. J'ai besoin d'à peu près 600 quelques mots. Pour avoir ton Parce contenu. que j'adore le format d'être à la fin de l'émission, puis que ça finisse et que Jean-Philippe Vautier, l'animateur, a juste le temps de dire merci à tout le monde, bon week-end. Parce que c'est comme, je sais que c'est un Mais moment... c'est parce que t'as pas le temps de questionner le gag non plus. Non, puis c'est ça. ni de le souligner Oui, c'est ça. en gros. Puis je sors de là un peu en transe. J'y suis au début, même quand je fais ma chronique. Je veux dire, Marie-Louise termine son club de lecture, etc. Ou une chronique sur Jean-Philippe. Puis là, bon, là, je pars. Mais j'aime ce thrill, cet entonnoir qui s'en va vers la fin. Mais des fois, je dois sauter en direct des paragraphes. Parce que je... Puis là... Et des fois, au contraire, je dis tous mes gags. Et là, l'émission se termine. Je me dis, bon, j'ai tout dit, il faut que je recommence la semaine prochaine. Mais je trouve ça assez... C'est pour ça que je t'en parle dès le début. Je trouve ça stimulant en ce moment. Stimulant, stressant? Parce que stimulant, stressant, mais stimulant parce que c'est... je m'approche d'une certaine limite de ce qu'on peut dire et ne peut pas dire. Ce que j'ai déjà connu il y a longtemps, sans aucun questionnement. Et j'aime un peu, sans blesser, mais j'aime toucher des petits trucs sensibles et ça me fait du bien de frayer avec ça. Ouais, de revisiter un peu. Mais ça oui, de revisiter ça, parce qu'en plusieurs années de carrière, j'ai fait toutes sortes de trucs, des trucs pas si sérieux, mais toujours été un peu décalés. Mais là, je retrouve une espèce de... Je vais trouver le mot, là, je me sens pas garnement, me sens baveux, je me sens vivant. Il peut m'arriver, je peux avoir un retour négatif, puis ça m'intéresse même de l'avoir, mais je le cherche pas, parce que je suis dans la vie, je suis quelqu'un qui, quand même, longe... je longe moins les murs qu'avant, mais je suis quelqu'un qui n'est pas encore super à l'aise dans une salle de rédaction ou un grand bureau ouvert, comme à Radio-Canada ou ailleurs. Mais c'est pour ça que j'ai besoin des personnages, puis là, je m'amuse, mais... Bon, en ce moment, c'est ça ça me définit beaucoup. Et c'est sûr que des fois, j'ai peur de me répéter. Alors, c'est pour ça que tout ce qui est présentateur de nouvelles, avec un télésouffleur, et ça, je le fais très bien. Je l'ai fait. Donc, j'ai envie peut-être plus de m'adresser à une caméra ou s'il y a de la télé, mettons, mais sans le télésouffleur, avec des idées ici. Parce que moi, j'ai une particularité. Je veux dire, on peut avoir écrit les meilleurs gags. C'est entre les deux que je vais être peut-être plus drôle, une espèce d'improvisation, mais avec un matériel solide. Dans le cas de ma chronique, à la journée, j'écris tout, à peu près tout. Des fois, j'ai des idées influencées par des amis qui me donnent des pistes, mais c'est mon jus à moi. Et ça, c'est comme très satisfaisant. Il y a des fois, ça peut faire un peu plus inégal, mais au moins, c'est ma signature. Oui, puis parce que tu as été, comme tu l'as déjà mentionné, tu as déjà poussé la limite dans une autre époque, le télévisuel. Où est-ce que tu t'auto-qualifies? Parce que tu as dit le mot baveux, je trouve ça intéressant ce mot-là. Jadis, il y a longtemps, je le sais, mais moi, dans ma tête, je mais le une suis période encore. que tu as un peu... Oui, mais il y a une période que tu as coupé un peu, ça. Oui. Quand même. Oui, disons que ça... Que c'était plus effacé, puis là, est-ce que tu as l'impression que tu reviens... C'est ça, tu dis que tu reviens un peu plus à les bases de ton écriture, ça peut dire? Ça dépend de quel cheminement, si on a le même CV que mon même parcours dans ma tête, parce que moi, évidemment, je le connais bien, mon parcours. Tu sais, j'ai commencé, c'est assez extraordinaire, j'ai terminé en communication en Jonquière. D'ailleurs, là, ça, quand tu as fait communication en Jonquière, c'était pour travailler dans les médias à l'époque, mais c'était radio, mais c'était pas nécessairement faire ce que tu es en train de faire. Non. Tu voulais journaliste ou? Je voulais être journaliste, mais je pense que j'ai aimé visiter cette école-là un an avant, à l'époque. J'ai eu l'occasion d'y aller parce que j'étudiais pas loin de Jonquière. J'étudiais à Québec. J'ai une tante, aujourd'hui, évidemment, décédée, qui était une religieuse, mais habillée en civil, donc la sœur de mon père, très moderne, très ouverte aux communications, puis je sais pas, c'était un peu j'allais dire, c'était la seule parenté que j'avais à Québec quand j'étudiais à Québec, donc de temps en temps je la voyais, puis il a été question de mon choix pour le cégep, puis là j'ai trouvé ça sur un dépliant à l'école secondaire où j'étudiais à Québec,
arts et technologies des médias. Moi, je voulais pas aller en sciences ni faire un cégep en sciences humaines, ça m'intéresse. Je voulais un côté pratique. Puis déjà, à l'époque, je m'amusais avec la radio étudiante. Là, on est juste en secondaire 5. Déjà, Québec, c'est un autre marché que l'Abitibi, d'où je viens. Il y a les stations de radio. On s'est même retrouvé des amis un dimanche soir au FM 93, la radio à l'époque la plus populaire, à cogner un dimanche soir en entrant par les escaliers de secours quasiment, de cogner et de rencontrer, juste de demander à l'animateur s'il peut pas nous faire visiter. Puis je me souviens que mes amis avec qui on prenait la marche, puis qu'on était dans ce coin-là, m'ont dit « Ah oui, Pierre, vas-y, c'est ça que tu veux faire. » Donc, moi, j'avais pas le courage de cogner. Mais le gars, c'est un animateur, Pierre Derek, qui nous a fait visiter. Puis c'est comme, c'est des illuminations. Là, t'es là dans la station, tu sais que le disque, il joue, c'est ce que les gens entendent. Alors, bref, j'avais cette tente-là, j'avais ce contexte-là, et là, j'ai choisi Jonquière en voyant un dépliant chez l'orienteur à l'école de secondaire où j'étais. Elle m'a dit, c'est mon dernier dépliant. Prends-les pas, genre. Mais dès qu'il y a eu d'autres tournées, je suis parti avec. Puis c'était juste un petit dépliant avec des dessins, des gens avec des écouteurs, des caméras. Oh ouais. Donc, ma tante Jacqueline m'a amené à Jonquière un jour de semaine. On a visité, j'ai vu des gens en studio jouer avec des caméras, puis j'ai fait, c'est réglé. C'est incroyable. C'est ça que j'étais appelé vers ça, mais je savais pas encore peut-être pourquoi. Je pense que venant d'une famille, mon papa était ingénieur, ma maman était infirmière, c'est assez traditionnel. Ma sœur a été prof, mon frère est ingénieur. J'ai un peu fronté ça en disant que je voulais devenir journaliste, mais dans le fond, je faisais un peu de clown aussi à la maison. Mais ça a plu beaucoup à mon père. Il m'a accompagné pour... l'idée que tu pourrais devenir journaliste. Oui, c'est ça. Okay. Puis lui, c'était un gars curieux, informé, qui comprenait quand même les enjeux de la société. Il y avait une entreprise et tout ça. Mais bref, ça me rassurait. Parce que dans le fond, oui, ça me tentait. OK, ça sera un passage, ça va être sérieux. Mais j'ai appris des choses, puis ça m'est toujours resté. Le but, j'ai étudié en presse écrite, qui est l'option un peu à l'époque. Écoute, c'est un travail, on est devant une machine à écrire, puis on écrit des reportages qui ne seront jamais lus à part que par le prof. Et il y avait tous les étudiants en télé, eux, en radio, qui ont l'équipement à l'époque, les équipements les plus récents, mais qui venaient, moi, me solliciter. Et d'autres aussi, parce que j'étais pas dans l'option télé ni radio, mais je faisais le journaliste, je faisais le présentateur, donc je goûtais à ça. Et tout ça pour dire que, je m'approchais peut-être d'une carrière en journaliste. Là, j'ai travaillé à la radio là-bas, puis après ça, j'allais dans les conférences de presse, mais je m'endormais. Je faisais quasiment de la narcolepsie. Dès que c'était sérieux, je pognais le fixe. Ça te gazait? Ça me gazait complètement. Puis finalement, il y a eu les auditions Juste pour rire. J'ai vu une affiche. C'était quoi, à l'époque, comment ça fonctionnait? On présentait un numéro... Puis simplement, c'était des auditions pour être pris, pour être formé par eux? Ou non, c'était... Bon, l'école de l'humour n'existait pas. Encore, c'est ça. Mais l'équipe de Juste pour rire, on imagine une Louise Richer déjà, mais je pense qu'elle n'était pas du voyage. Mais il y a un gagnant d'humour, un imitateur à l'époque, Claude Doyon, qui s'appelle. Il est descendu avec son équipe, et puis il venait à l'hôtel de Jonquière, le Roussillon, pour ne pas le nommer, qui est le centre des congrès. Puis j'ai vu ça, moi, une affiche au Babillard où je faisais un stage à la télé locale à Jonquière. Audition Juste pour rire. Puis j'ai encore un ami qui me dit « Hey, tu devrais essayer, tu nous fais rire. » Alors, je suis arrivé avec un numéro d'imitation, puis il y avait un jury local, et puis j'ai gagné pour Jonquière. Et ensuite... tu te rappelles-tu c'était quoi l'imitation que tu avais fait? C'était des imitations, mais... De l'époque. Oui, de l'époque. Mais en plus, moi, je m'amusais parce que déjà, il y avait quand même André-Philippe Gagnon à l'époque qui venait d'exploser avec ses personnages internationaux, chansons, We Are the World. Je sais pas s'il l'avait fait encore, mais en tout cas, il s'en approchait. Alors moi, j'imitais des gens, des Alain Stanquet qui faisaient une émission de caméra cachée à l'époque. Des trucs que les gens connaissaient bien à cause de la télé. Télé, j'imitais Feu Pierre Nadeau. Puis j'ai quand même traîné ces personnages longtemps aussi, puis je m'amusais à imiter des gens connus, mais pas trop imités, c'était ma signature. Mais je suis allé tout de suite vers l'imitation, parce que j'étais un fan de Bye Bye et tout ça, puis j'avais pas de...
J'étais pas un stand-up, mais c'était une sécurité. J'ai fait ça, puis j'ai gagné. Donc, le processus, c'est que tu gagnes un concours, tu vas à la finale au mois de juin à Montréal, et il y a des gagnants de toutes les régions. Puis, à ce moment-là, en 87, j'ai gagné ex-aequo avec une autre humoriste. Puis j'étais déjà à la radio, comme j'expliquais un peu, à Chicoutimi. Enfin, non, après mes études, j'ai travaillé à la radio de CJAB-FM. Et j'avais commencé à écrire même... mon patron m'avait demandé d'écrire même des capsules humoristiques. Et donc, j'étais installé à Chicoutimi, en région, mais en gagnant à Montréal, j'ai eu une offre tout de suite pour la radio, ce qui est... ça s'est fait vite, là, quand même. Ouais, ce qui est Énergie aujourd'hui. OK, quand même. Ça s'est fait vite. Donc, moi, j'ai terminé en 86. En 87, j'ai gagné les auditions. Puis je suis arrivé à Montréal en 87 pour la radio, dans une équipe du matin. Et 1 an plus tard, donc 2 ans après avoir fini, je me retrouve à Sans Limite en Inkerman, à côté de Richard Zatirois, J.C. Lauzon, qui m'ont laissé la place. Parce que moi, on m'avait dit, le réalisateur de l'époque a dit, le personnage, ça va être un lecteur de nouvelles straight, mais qui dérape. De temps en temps, il pète une coche ou il fait un éditorial enflammé, etc. J'ai dit, ça m'intéresse. Quand on est jeune, c'est incroyable comment on sait les choses. Et je me dis, enfin, je vais arriver, je vais tout me servir de ma matière straight que j'ai appris, des gestes, les codes du lecteur de nouvelles. Puis je vais m'éclater en humour. On a commencé tranquillement, puis c'est devenu une émission. Voilà, après ça, il y a eu ensuite 3 ans de Sans Limite, 2 ans de Taquinons la planète. Puis après, là, c'est là que j'arrive au point où tu disais qu'il y a un effacement. Ben, j'ai fait une saison... Un peu. Pas longtemps, mais il y a eu un petit moment. Non, mais il y a un effacement. J'ai fait... c'est que les Bleus Poudres, à travers ça, on a fondé un groupe qui s'appelait les Bleus Poudres, et puis qui a surtout... marqué son époque à l'émission Taquinons la planète. Ouais. Puis après, sans parler ou trop, on avait tous des aspirations individuelles. Et moi, j'ai eu une proposition d'un projet. C'était un talk show où j'étais déguisé en femme qui s'appelait Colette. Ça a duré, je pense, une saison, oui. Ça? Ouais, je m'en souviens. Une saison, mais avec des 1 million de codes d'écoute à TVA. Ouais. On a lancé cette émission-là à la même époque qu'un gars, une fille. Ouais. Parce que je me souviens d'avoir croisé Guy qui me dit « Hey, nos émissions, ils pognent. Hein? » Mais moi, j'ai senti quand même qu'après 26 épisodes, c'est moi qui ai arrêté l'émission. TVA aurait continué, mais dans une autre formule que c'était des faux débats, là, des débats entre invités un peu légers, mais ils auraient poursuivi avec le personnage. Mais moi, j'ai fait « Oh non, hey, là, je pense que je suis déjà identifié à ce personnage-là pour ceux qui le connaissent. » J'ai arrêté, c'est moi qui ai tiré la plug. C'est peut-être, j'ai pas pris le temps d'imaginer quelle serait la suite, mais je voulais pas que ce soit en Colette, parce que je trouvais que c'était un peu... c'est loin de moi. C'est moi qui fais le personnage. Mais là, ça aurait été un peu marquant. Je voulais pas être identifié qu'à ça. Puis c'est... Et malgré le gros succès, comme tu dis, il y avait des super bonnes codes. Un gros succès dès le début. Après ça, à l'automne, ça s'est installé. C'était un peu moins. Et déjà à l'époque, je veux dire, si on avait 700 000, c'était une catastrophe à TVA, là. En ce moment, 700 000, c'est rassurant, c'est bien, c'est acceptable. Mais j'ai eu la réponse plus tard pourquoi je l'ai arrêté. Je pense que j'étais dans un groupe, les Bleus Poudres, je faisais Raymond Baudouin. C'est tellement un personnage qui a marqué que j'ai l'impression que j'ai dû, pour le talk show Colette, marquer une trace ou un trait entre les deux, mais quand même aller dans un personnage fort. Un autre personnage éclatant. Alors que cette émission-là, j'aurais pu l'animer probablement moi-même aussi. Mais je pense que c'est, comme on dit, un peu victime d'un certain succès. Raymond Baudouin, c'est dur à côté à l'époque. Ouais. Mais j'étais tanné de le faire aussi. Ah ouais, t'as eu un moment... Oui. Ben, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a une vie il a duré 5 ans en termes d'émission. Okay. Puis, il a marqué, c'était assez... au début, c'était agréable à faire parce que c'était un personnage qui était destiné, on savait pas trop, là. Je nous ramène à Sans Limite à l'époque, c'est notre 2e année pour me servir l'émission. Souvent, je faisais des imitations en début d'émission. Mm-hmm. Mais là, j'étais tanné, d'être juste l'Anchorman, puis faire... On faisait toutes sortes de choses, là, mais j'avais pas de personnage. Il y avait Ghislain Tachereau qui était arrivé aussi, qui faisait Bob Binette. Tout le monde avait son personnage. Puis là, j'avais envie de faire quelqu'un de fictif. Et ça a été un peu un brainstorm d'équipe. Je l'ai déjà raconté, mais c'est un concours de circonstances assez étonnant.
Donc, c'est autour des années 90 à peine. Et moi, avant cette réunion de brainstorm-là, je vais aller chercher ma sœur à l'aéroport. Mais en main, j'ai un Polaroid. OK. Que j'ai emprunté au réalisateur de l'émission des reportages à l'époque, François Donne. Et donc, ma sœur arrive, je la prends en photo pour niaiser. Le Polaroid est populaire à cette époque-là. Et je lui remets en réunion le Polaroid à François Donne, puis là, on commence le brainstorm. Puis qu'est-ce que je pourrais faire? Puis nous, c'est une émission où on parodie l'actualité, ou encore on va sur les lieux. Donc, on a besoin de personnages un peu journalistiques. Là. Ouais. Donc, on pense d'abord à un journaliste, puis on se dit... François Donne voit le Polaroid, puis on se dit, il va rencontrer les gens, mais il n'y a tellement pas de budget, il se prend lui-même en photo. Et c'est inspiré du barbier des sportifs, là on est loin des souvenirs, Ménic, toujours actif, qui, lui, débarquait dans les lancements, quand c'était populaire à l'époque, avec son photographe. C'est un peu l'inspiration. Lui avait son photographe, mais Raymond, lui, n'aurait pas assez d'argent, alors il se prendra en photo. Donc, il y a une prémisse là. Le nom de Raymond Baudouin, c'est moi qui l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé en regardant une image d'archive où il y avait un bonhomme avec une barbichette. Donc, barbichette, il y avait une fausse bedaine, puis moi, j'ai dit, on va mettre une fausse bedaine parce que tous les humoristes, quand ils font un personnage, ils se mettent une fausse bedaine. Donc, c'est des clins d'œil un peu de tous bords, tous côtés. Puis là, on a commencé à faire des premiers reportages, des tests. Mais j'allais voir des gens pas connus, des gens qui étaient sur, mettons... un genre de Vox Pop. Vox Pop, les illuminés du Carré Saint-Louis, des gens qui vendaient des livres. Mais ça faisait un contact sympathique. Puis un jour, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un de célèbre à l'époque, qui va faire l'objet qui est le sujet d'un film. C'est Jean-Guy Tremblay, le mari de Chantal Daigle. Cette grande cause jusqu'en Cour suprême concernant l'avortement. Et on se rend compte que quand on fait une entrevue avec Jean-Guy Tremblay, donc quelqu'un qui est connu à l'époque, ben mon Dieu, l'impact que ça a. OK. Donc, on s'est dit que ce serait le fun qu'il aille dans les lancements, qu'il aille voir les vedettes. Okay, parce que ça nous amenait beaucoup de promos à nous. Alors, j'ai commencé à faire toutes sortes de lancements, mais c'était... Mais puis ça a marché, je veux dire. Oui, ça a marché beaucoup, et jusqu'à des personnages politiques, Trudeau et tout ça. Mais toutes sortes, j'ai rencontré dans des soirées hommages à Willy Lamotte... une panoplie de personnages, la plus petite femme au monde, donc c'était un peu un cirque, tout en côtoyant un Roméo Pérus, Willy Lamotte très malade, avec arraché 2-3 mots, parlait avec son fils plus tôt, Patrick Normand. C'était-tu stressant quand t'allais justement... Ben, c'était stressant, mais moi, j'avais un petit côté... J'ai un côté groupie. Je trouvais ça le fun de ramener du matériel. Mais je trouvais ça pénible. L'exécution, là, il faut comprendre que... Sur le moment. Sur le moment, c'est qu'on arrive là, mais je suis en clown, je suis habillé, mais on a des regards aussi constamment de l'étonnement au début. Alors ça, on commence à comprendre c'est qui le personnage, parce que ça s'installe, on diffuse des reportages à l'émission. Mais on n'a pas de questions de prête parce qu'on ne sait jamais qui est là. Donc, on brainstorm sur le bord, à côté des sandwichs là, du lancement. Puis là, on cherche des questions. Puis François Donne, avec qui j'ai travaillé, c'était quand même quelqu'un d'assez têtu, tenace. Souvent, j'ai dû dire, bon, on rentre dessus. Je suis genre, je suis content après, mais combien de fois j'ai voulu m'en aller, presque. T'étais-tu gêné? C'était-tu de la gêne de te lancer avec des... Non, il y a quelque chose... Écoute, c'est l'essence de ma personnalité, c'est-à-dire que le personnage dissimule ma personnalité réservée, mais ce que je vais dire à la personne que j'admire va la déranger un peu. Déstabiliser. Ouais. Un Robert Charlebois, après la première de son spectacle, puis quelqu'un que j'adore, mais je suis obligé d'aller dans son actualité de l'époque. Il produit de la bière, en tout cas, il est bien associé à ça, donc je me souviens plus c'était quoi la question, mais ça va déranger. J'ai fait la même chose avec Jean-Pierre Ferland. Il était porte-parole d'Hydro-Québec. Ah, puis Jean-Pierre, c'est pas nécessairement la personne qui a le plus d'humour aussi. Ouais, peut-être aussi, mais il était content, puis il souriait. Il était correct. Mais tu sais, donc, ça me ressemble d'aller chercher un petit peu le côté... c'est mon côté groupie, le satisfaire. Plus c'est des bigs, et si ça parle français, tant mieux. Mais on a fait des stuns, on est débarqué dans des conférences de presse aussi, pas juste je me souviens plus de son nom, Robert
Robert Littman, en tout cas un anglophone qui se plaignait d'être malheureux au Québec. On est arrivé en pleine conférence de presse, on a interrompu, j'ai posé ma question, et ça n'a pas d'allure. Mais il y a un thrill, c'est vrai qu'il y a un thrill de l'attentat journalistique, entre guillemets. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est un terme que je suis plus prudent quand j'utilise ce mot-là, mais c'était ça. On partait dans la camionnette de 4 saisons ou notre camion de production, on est 2, ou des fois on avait un technicien. Et là, parce que celui qui était avec toi, il faisait aussi la caméra. Il faisait la caméra, c'est oui, ça. C'est ça. Okay. Alors, il y avait l'œil, il était direct dans l'action. Et Robert Littman, ça, c'était un one-shot, comme on dit. Je rentre là, je fais ma niaiserie. Et à l'époque, il se plaignait. Et puis, il y avait un scandale des bouteilles de Perrier. Perrier avait eu certaines bouteilles qui étaient périmées, empoisonnées, pas bon. Donc, j'arrive avec mon cadeau, j'offre un Perrier. Tu sais, c'est clair que ça part pas bien. Et dans la salle, il y a un chroniqueur, c'est génial, il y a un chroniqueur du Journal de Montréal qui est là, Jean V. Dufresne, aujourd'hui disparu, qui fait une chronique complète sur nous, parce que lui, c'est un chroniqueur au journal. Le lendemain, il est sans limite et sans cervelle. Alors, il nous descend d'un bord et de l'autre, mais il raconte tout ce qu'on a fait. Ce qui est une super pub. Et il termine avec l'heure et le jour de diffusion de l'émission. Penses-tu qu'on n'applaudissait pas, nous? On n'en revenait pas. Donc, c'est sûr que ça amenait de la cote d'écoute. Et Raymond Baudouin, c'était rentable. Parce que si j'allais dans un lancement puis qu'au montage final, tu avais 6 vedettes avec des Polaroids, une musique qui accompagne ça, des gens que tout le monde aime ou connaisse, puis qui se font un peu taquiner, c'était bien rentable pour la production. Mais à un moment donné, moi, j'étais éreinté de ça, j'étais lassé. Alors, puis aussi, les gens, à un certain moment, te voyaient venir aussi. Tu savais que tu étais là. Des fois, c'était participatif. D'autres qui voulaient, qui évitaient. Des fois, il y en a qui fuyaient. Et puis... Ton préféré, ton truc préféré de ce temps-là? Moi, j'ai le mien, là. C'est Mordecai Richler, mon préféré. Ah oui, Mordecai Richler, qui a été, ça c'est entre Sans Limite et Taquinon, qui a été notre entrée à Radio-Canada. C'est comme ça qu'on a convaincu. Imagine-toi aujourd'hui qu'on a convaincu Radio-Canada de nous faire, parce que c'était une émission pilote, on l'a inclus dans notre pilote. Ben ça, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un de mes préférés aussi. C'est pas le plus... Mais juste le contact, juste voir sa face, clairement, il n'y a aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans ce moment. Je me rappelle encore de son visage à côté de toi. Ça m'a fait tellement fait rire. Là. Puis tu sais, c'est un drôle de personnage, c'est un étrange personnage aussi, là, tu sais. Il haïssait tout. Il n'aimait pas les francophones, ça, mais il haïssait tout le monde. Là, c'est de la bonne matière pour un groupe francophone, en tout cas, ou de l'humour du côté québécois. Parce que je me souviens encore, c'était un samedi, on a su qu'il faisait une séance de signature, puis je pense que notre productrice de l'époque, Sylvia Côté, c'est elle qui a repéré qu'il faisait une séance de signature. Des fois, je suis pas super bien quand « Ah ouais, t'as su ça, donc ouais, ça pourrait être bien. » Mais là, j'arrive, puis tant mieux, ça se passe mal, parce que dans le fond, et là, j'attendais à l'extérieur, puis il y a des moments clés. Là, on a été pris en photo. Moi, je suis couché sur le pare-brise. Il y a Mordecai qui est dans sa voiture, qui s'apprête à partir, qui se passe la main dans les cheveux, air découragé. Et je suis vraiment sur le dos, sur le capot. Et entre le pare-brise, Mordecai et moi, il y a un policier qui crée la distance, mais qui a un sourire en coin. C'est une des... le photographe du journal de Gazette à l'époque, j'ai rien demandé, mais je sais pas comment, il m'a fait parvenir la photo. C'est un très beau laminé que j'ai conservé chez nous. C'était dans le sous-sol de mes parents, en fait, puis là, maintenant, j'ai tout rapatrié ça, mais c'est vrai que c'est un beau moment, puis c'est surtout... un truc qu'on a gardé, je crois, qu'on a dû diffuser, mais ça a été notre porte d'entrée à Radio-Canada pour 2 ans. C'est comme ça qu'on a signé. Il y avait d'autres shows qui pitchaient, mais ils ont vu ça, puis ils ont dit, bon, OK, c'est peut-être un peu touché. On dérangeait, là. C'est sûr, mais on avait un code, on avait un réalisateur coordonnateur habitué à Radio-Canada, là, Jacques Payette, tous ces noms-là sont très frais parce qu'on s'est fait une petite réunion il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que ça fait plaisir de rappeler leur nom. Et lui, c'était le tampon entre la société d'État puis les garnements. Mais puis dans cette saison-là, il y a eu le coup de pied de Trudeau. Puis, mais ça, ce coup de pied-là, justement, ça avait eu une conséquence. Tu m'avais déjà dit ça, que ça avait eu une étrange conséquence après. Les gens avaient été
frileux des fois de travailler avec toi, il me semble. Ah oui. Si j'ai dit ça, ça m'étonne. Ben oui, j'aime autant pas le savoir. T'avais senti un mini changement après ce coup de pied-là, mais je pense pas qu'avec moi, on peut s'imaginer plein d'affaires, mais il faut me connaître pour savoir que je suis pas quelqu'un... en tout cas, j'ai mes bébites, mes particularités, mais je pense pas que je suis quelqu'un de... disons que j'aime le doute, ce qui est normal, mais je suis quelqu'un d'agréable et facile à travailler. Mais tu vois, ça, ces perceptions-là, j'en ai pas vu de traces, parce qu'après, j'ai quand même continué à travailler et tout ça, mais peut-être que pour le groupe, c'était compliqué, parce que Trudeau, même s'il était à la retraite, est-ce que ça nous a facilité la suite pour le groupe, pour Radio-Canada? Peut-être que il y avait le bras long, parce qu'à Ottawa, il devait être au courant le lendemain. Le soir où Trudeau m'a donné ce coup de pied d'un parti, puis c'est un soir où tout le milieu des communications canadiennes est là. Ah oui. C'est qu'il vient de présenter... C'est 5 émissions avec Jean-François Lépine, dont il y a sûrement Téléfilm, il y a sûrement la Sodec. Il y a même notre patron, notre producteur de l'époque qui est là, c'est la compagnie n'existe plus, ça a changé de nom, mais qui est témoin de ça, puis il se dit, mon Dieu, puis c'est notre 2e saison, ils sont déjà habitués de nous voir, mais j'étais pas le bienvenu, alors j'étais parmi tous ces amis qui ont sûrement beaucoup d'influence, mais on a quand même fait une autre saison, puis on a continué après, on a fait un spécial après 2 ans, on a fait un spécial revue de l'année à TQS. Oui. Mais un qui avait le bras long, c'est, si on revient en arrière, c'est au mariage c'est René Angélil. J'ai déjà rencontré Céline. Céline, j'ai déjà fait une entrevue avec elle, puis ça, on l'a diffusé. C'était correct. La question était bien niaiseuse. C'était dans ses débuts, là, à l'international, puis j'ai pas eu de problème. Mais un jour, j'ai posé une question. Ça n'a jamais été vraiment diffusé. Ça a été raconté, mais on n'était pas rendu à la station que déjà, il y avait eu un coup de fil. Puis on diffuse pas ça parce que ça allait mal se passer pour notre diffuseur. Mais je sais qu'avec les années, René a pardonné. Parce que oui, je le sais. Parce que j'ai travaillé sur un projet du spectacle de Véronique Dicker et je faisais des voix dans son show. Puis c'est lui qui la produisait. Puis lui, il contrôlait, et en tout cas, il était au courant de tout. Puis j'ai une confirmation que si t'es là, c'est parce que il a pardonné. Mais mon Dieu, Seigneur. C'est quand même... C'est ça. Moi, toute ma vie, c'est ça. Un peu le petit gars qui fait craindre, mais qui craint peut-être plus même que les autres. Mais j'ai toujours aimé... En fait, j'ai assouvi mon côté scoop journalistique. Parce que Raymond Beaudoin, les premières personnalités très connues, ça a été des Robert Bourassa, Jacques Parizeau, en pleine campagne électorale. Puis moi, j'ai un lien avec Robert Bourassa, curieux, mais... Ah oui? Quand j'ai commencé à étudier à Jonquière, d'abord, les semaines avant de commencer, il était venu à Val-d'Or. Alors, mon père était un libéral notoire dans le coin, tout ça. Mais bon, il m'avait amené à une visite de Robert Bourassa. Je pense pas qu'il était au pouvoir à ce moment-là, parce que c'est entre deux régimes, comme on dit. Régime politique, évidemment. Et puis là, je l'ai rencontré à sa descente d'hélicoptère. Ça m'impressionnait. Puis là, je disais que je m'en allais étudier à Jonquière. J'ai serré la main. Là, je commence mes études à Jonquière. Je suis dans le journal étudiant. Il revient. Je m'en vais le rencontrer en tant que journaliste étudiant. J'avais participé à un journal étudiant là-bas à Jonquière avec un de mes amis. On débarque dans sa chambre d'hôtel et tout ça. Puis là, on fait des entrevues. Puis là, les années passent. Moi, je commence sans limite. Là, arrive... justement, sur la Rive-Sud. Là, il est en pleine campagne. La veille, on a fait Parizeau. Et là, il était assis dans sa limousine, il y a un oreiller. Les caméras sont toutes là, je suis à genoux, je le supplie. Je suis en Raymond Beaudoin, je dis, hier, M. Parizeau nous a parlé, je vous ai déjà vu à Jonquière, en plus dans une de vos visites, puis à Val-d'Or, vous étiez venu, puis là, je dis, Parizeau, il dit, pensez-vous que c'est un argument, ça, que M. Parizeau? Mais là, finalement, il fait l'entrevue, et c'est sympathique. Ouais. Là, il y a un autre... les années passent, là, à peine, puis là, est-ce que c'est Lac Minch ou quelque chose? Je me souviens plus c'est quoi, mais écoute, là, c'est rendu que on sait qu'il est à telle place.
Et non seulement je vais pouvoir lui parler, mais je vais pouvoir lui parler à l'écart. Puis j'ai été escorté à travers les militants par la SQ pour faire mon entrevue. Parce que je pense qu'il m'aimait bien, il aimait bien Raymond Beaudoin. Puis il me disait, la dernière fois que je vous ai parlé, le vent a tourné en ma faveur, tu sais, un peu d'humour, tout ça. Mais il était déjà malade à l'époque. Je pense que c'était public. On a fait l'entrevue, puis j'ai dit, si le vent a changé, aujourd'hui, ils vendent pas beaucoup, là. Ça allait moins bien, ces affaires, politiquement. Puis finalement, la fin de l'histoire, c'est qu'il y a eu une série sur René Lévesque. Et puis moi, j'ai passé une audition par un réalisateur anglophone qui m'a fait passer. Et j'ai joué, après même l'avoir imité, j'ai joué Robert Bourassa. Pour vrai, j'avais pas beaucoup de répliques, mais c'était Emmanuel Bilodeau qui jouait René Lévesque. Et j'ai fait quelques scènes c'est flyé. Et sa fille, Michel, que j'ai croisée parce qu'on a des amis communs, m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé comment je l'avais joué. Bon. Donc, c'est là je m'approche plus du jeu, puis je m'éloigne de la parodie, mais c'est des filiations intéressantes. Mais t'aimes ça quand même, le jeu? Oui, j'aime le jeu, mais des fois, comme je disais un peu au début, c'est que j'ai encore trop de choses à dire ou trop de place à prendre en moi-même pour le donner à un personnage. Mais des fois, j'en fais. J'ai joué dans Revue et Corrigé, mais c'est des personnages, ça dure 5 minutes, 8 minutes, mais c'est ça. Y a-tu des gags qui, avec le recul, tu regrettes ou que tu n'aurais pas nécessairement fait ou que tu trouves que c'était un hit and miss? Là, est-ce que tu as une liste de ça ou une fois que c'est passé, les gags, tu n'essaies plus de les regarder, tu n'essaies pas trop de suranalyser le truc? J'y pense pas trop. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup que je regrette, parce que ceux que je regrette n'ont pas été diffusés. Des fois, on a certains coups ratés. Parce que c'était rendu que Raymond Beaudoin, là, les gens appelaient à la maison de production, nous signalaient la présence de vedettes à un moment donné. OK, il était complice, là. Oui, fait que là, une fois, on est allé pour une en particulier, puis je trouvais que là, c'était pas un contexte. C'était un contexte privé où ils étaient, puis c'était boboche, là, puis ça n'a pas été diffusé. Ça, je garde... J'ai pas des regrets, mais en même temps, j'en parle, puis je le raconte en privé, puis on rit, là, mais je pense pas avoir... on n'a pas fait d'acharnement. Les gens vont me dire, ben oui, mais Michel Richard, oui, mais encore une autre, j'ai su qu'elle a pardonné. Je suis en chicane avec moi-même, finalement. Je pensais qu'on était encore en chicane, mais je l'ai croisé en répétition l'été dernier, et c'était drôle. Tout allait bien? Écoute, le contexte, c'était la journée était encore, la soirée était encore jeune, était honoré à Juste pour rire. Oui. Je participais. Donc, j'étais en répète avec plein de gens. C'était pas qu'il se faisait donner une rince, là? C'était pas le... Oui, c'est ça, un genre de club bien cuit. Ouais. Et... Moi, je faisais un segment, donc je répète devant Brigitte Poupard, plein de monde, là. Et je termine mon segment, c'est à moi de quitter, quelqu'un va continuer, puis on est un peu semi-COVID, donc on traîne pas. J'ai mon masque, je pense, en regagnant la salle, la porte. Et là, je reconnais un humoriste qui joue un personnage. Je dis « Ah, salut, ça va, nanani ?» Et à côté de lui, il y a un très beau chien. Je suis sensible, j'ai un chien. C'est un chien, il est bon, il ressemble au mien. Et je lève la tête, puis là, je vois derrière son masque, OK, c'est Michel Richard. Fait que c'est beaucoup de bonjour à travers les yeux. Bonjour, 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 je te reconnais, je te salue. En même temps, je ne le sais pas. Comment je suis, c'est que je veux quitter le plus vite possible. Je pose certaines questions par rapport au chien, ça fait une conversation. Mais elle me dit, il n'aime pas trop être flatté. Ah oui, OK. Je dis, moi, j'ai eu un chien qui a une formation chez Mira. Un blabla, tu sais, très... Je lui dis que j'ai eu un chien chez Mira, mais c'était un blabla très, très... Bon, bref. Et je sors de là, je me dis, oh mon Dieu, c'était Michel Richard. Le lendemain, je recroise l'humoriste, il me dit, dès que t'es sorti, j'ai dit, Michel, vous avez pardonné? Ah oui, je suis rendu trop vieille pour ça. Alors, c'est sympathique, ça. Mais donc, parce qu'on nous a demandé souvent de faire des stunts. Mais là, je pense qu'il faut que je passe à autre chose. J'ai toujours aimé cette espèce de relation qu'on avait. Tu sais, c'était une vedette, c'est l'est encore, mais tu sais, à l'époque, c'était médiatisé, toutes ces phrases. C'était incroyable. Nous, on faisait comme les paparazzis, on l'a poursuivi sur l'autoroute, on l'a attendu à l'aéroport, je suis allé à son mariage. Tu sais, quand je te raconte tout ça, finalement, j'ai pas de regrets, là, parce que je suis pas comme ça. C'est ça qui arrive, je suis pas... Mon intention, il n'y avait aucune intention méchante, mais
mais le ton le politically correct dans ces années-là n'existait pas. RBO avait déjà ouvert la voie et ils existaient bien avant nous, enfin quelques saisons avant nous, et on a pris leur place à TQS parce qu'ils ont été repêchés à TVA. Donc, j'ai blasté. Est-ce que c'est dans le fond... on était acide et j'ai cet humour noir-là dans la vie que je garde chez nous. Puis de temps en temps, j'en sors aussi, mais... Je le fais pas par prudence, mais c'est peut-être je me suis peut-être assagi, mais ça n'explique toujours pas pourquoi j'ai eu une période un petit peu plus effacée. Mais je pense que tu l'as dit toi-même, il y avait une rupture justement avec le groupe, Raymond Baudouin puis tout ça, puis d'essayer de redéfinir les choses souvent à ce moment-là. Il y a eu 10 ans, moi j'ai eu une carrière dès le début, là, en 10 ans là, non-stop. C'est quand même rêvé. Là. Je finis en communication, 2 ans après, j'ai Sans Limite, après ça, Taquinon. Puis là, c'est la vie de groupe, c'est pas tant les égos, mais on est jeunes, là. Ouais. On est juste... on est dans la vingtaine. Ça devient presque tes frères, tes influences, puis... des liens forts, mais il y a l'ambition aussi dans ça. Où est-ce que ça va finir? Ouais. Et puis un groupe, ça dure pas toujours longtemps. Et puis nous, c'est drôle parce qu'on s'est revus l'autre jour, puis c'est pas des sujets qu'on a abordés parce que c'était festif et tout ça, mais on s'est jamais vraiment expliqué pourquoi on a arrêté, mais c'était comme si... un couple, là, disons, je pense que ça va être terminé. Pas parce que ça va mal, mais on va faire autre chose. Mais justement, quand des trucs se terminent comme ça, il y en a qui sont plus tristes ou blessés que d'autres. Toi, t'étais comment par rapport à ça? T'étais-tu... Je veux pas dire indifférent, non, tu ne fais pas être indifférent. Mais t'avais-tu de la tristesse un peu? Ou... Mais avant même que ça se termine, on a fait 3 ans sans limite avant de faire Taquinon la planète. Et après ces 3 ans-là, les budgets proposés par le diffuseur, ça rencontrait pas nos ambitions. Puis il y avait une crise aussi des gens en télévision. Mais moi, j'étais de ceux qui voulaient continuer. Et j'ai essayé de les convaincre, mais sans regarder les chiffres, sans être rationnel. Juste en disant, on continue à faire ce qu'on fait. On continue, parce que là, je pense que j'avais un peu de pression de d'autres de l'émission qui allaient perdre une job ou autre. Mais là, finalement, je me suis bien rendu compte que c'était logique parce qu'on aurait été obligé de laisser tomber les montages, beaucoup de montages. On en aurait eu encore, mais nous, on est très... C'était là-dedans qu'on performait. On n'était pas si bon que ça en stand-up ou en chronique, juste assis à un bureau de nouvelles. Donc, on nous a... là, c'est ça qui coûtait cher, donc. Oui, c'est ça coûtait cher. Puis là, c'était TQS, il y avait... Télévision, 4 saisons, avait des problèmes. Déjà, il fallait qu'une émission coûte 1 pour rapporter 2. Et bref, on a fait 3 ans et ils nous ont remplacés par d'autres personnes. Ils ont gardé le titre, ils ont changé les humoristes, le casting. Oui. Et là, j'ai eu probablement une certaine crise personnelle parce que tout de suite, la radio est venue nous proposer de faire de la radio, mais Ghislain, Richard Z, Jacques Chevalier sont allés. Moi, je leur ai dit, j'irai vous voir une fois par semaine. Je suis tombé en jachère. Mais je pense que il fallait que j'encaisse ça. Okay. J'aurais continué. Aujourd'hui, je suis content qu'on n'ait pas continué parce que c'est parfait, c'est resté comme ça. Ouais. Mais moi, je suis tombé dans une période d'1 an où j'allais les voir une fois semaine. Moins participatif, un peu refroidi par l'expérience, mais affecté aussi. Pour toutes sortes de raisons. Par ça, ensuite, comme je disais, les gars étaient à la radio, mais de temps en temps, on allait ensemble animer. C'était pas trop glorieux, mais on allait dans les bars animer des soirées. Ah oui? Puis là, ça faisait 1 an et demi qu'on avait quitté. Puis eux, ils faisaient de la radio. Je les voyais une fois semaine. On était encore amis, tout ça. Puis c'est moi qui ai dit, on a une bonne chimie. Pourquoi on propose pas quelque chose? Puis ça, je le revendique. Puis les gars ont dit, ben oui. Et c'est là qu'on a commencé à penser. Je dis pas que je me suis intéressé au brainstorm nécessairement, mais je voulais juste continuer. Il me semble qu'on avait encore quelque chose à faire. Et là, on a lancé Taquinon. Et puis après, on l'a arrêté. Mais après, je pense qu'individuellement, c'était clair qu'on voulait tous voler de nos propres ailes.
Puis je pense que je suis dans le groupe celui qui est encore à la recherche. Ghislain écrit beaucoup, est très heureux comme ça. Ouais. Jacques est producteur. Puis moi, j'ai encore cette envie. Je suis toujours en quête. Ouais. Peut-être qu'un jour, je vais arrêter puis je vais me dire c'est assez. Je pense que c'est ça. Là. Mais tu fais plein de nouveaux projets aussi, puis tu as plein de nouveaux collaborateurs, des jeunes même. Oui, j'essaie de... Oui, puis j'ai fait Revue et corrigée, qui est un spectacle sur scène, qui est un genre de bye-bye, que on m'a demandé ça, puis c'était naturel pour moi d'accepter, mais c'était périlleux, puis ça a été une expérience, j'en sors de là tellement riche et j'ai eu un automne 2022 où je disais je suis vivant, je trippe, puis je me suis rendu compte que j'étais... Oui, je suis individuel et tout ça, one-man show ou tout seul, mais j'aime l'échange, puis là, j'étais avec d'autres gens aussi, des plus jeunes, des gens presque de mon âge. Bref, j'ai travaillé avec Denise Filiatro, j'ai survécu. Tu sais, moi, ça m'a rendu vivant, puis j'ai du rattrapage à faire. C'est pour ça que... Ah ouais, du rattrapage. Ben, je trouve que j'ai été, c'est ça. Il y a eu des moments où j'étais très choyé. J'ai fait des Cœur à ses raisons, Caméra Café. Mais là, j'ai fait beaucoup dans les dernières années. J'ai été chroniqueur. Je collabore souvent avec Marc Labrèche. C'est comme, pour moi, naturel de travailler avec lui. Puis... Mais je trouve que là, je sais qu'il y a plein de nouveaux talents qui poussent, puis il faut aussi... Normal. C'est normal, et puis je ris, je vais les voir, puis je veux ça, mais j'ai encore le projet, je cherche encore le projet où... Et c'est surtout proche, c'est surtout pour de la télé, parce que... La radio, c'est génial aussi. La radio, il y a une liberté, pas de souci de tenir compte de la lourdeur d'un plateau, peut-être même d'un diffuseur. Ouais. Mais on dirait que j'ai encore une insatisfaction. J'aimerais que les gens voient ce côté éclaté, ce qu'ils entendent. J'aimerais ça qu'ils le voient à la télé aussi, plus de ma part, tout ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça que... Mais t'aimes la télé? Oui, j'aime ça. Mais la télé, parfois... C'est ça. Je travaille plus sur le côté de ne pas être inhibé devant une caméra, parce que des fois, tout le monde est un peu comme ça. Il y a une espèce de décorum, la caméra s'allume, puis tu sais, il y a un éteignoir, mais moi, faut que je travaille ça pour pas m'éteindre. Et puis, c'est très philosophique, là. Je dis pas philosophique, mais tu vois que je pense à ça, là. Oui, t'en es conscient, là. Puis... Je suis conscient de ça, puis j'en ai perdu un peu le fil, là. Je voulais dire quelque chose de brillant. Profond. C'est quand même extraordinaire, c'est ça. Le projet Revue et corrigé, les gens ont raison, finalement, quand ils disent « allez où vous avez peur, où vous allez avoir peur ». C'est vrai. Moi, j'ai la chance, des fois, pas la chance, mais je prends souvent l'option de rester en retrait au lieu d'y aller. Mais quoique, pour Revue et corrigé, ma décision a été prise assez rapidement. C'est quand même un privilège d'avoir à peu près 400 personnes pendant 42 soirs qui viennent voir un show. Puis certains soirs, c'est moins électrique que d'autres, mais après ça, tu te retrouves, puis tu partages. Puis c'est fun. Ma famille est venue, mes amis. Il y a des gens qui connaissaient pas ce show-là qui vont dire... Maintenant, on va être là l'année prochaine. Les répétitions, le processus... Faire de la scène comme ça. Oui, aussi, c'est ça. Parce que c'était le but. Mon but initial, moi, c'était pas la radio, la télé, c'était le one-man show. Mais les événements, les opportunités, la télé, entrer chez les gens rapidement, c'est ça qui m'a fasciné quand on a commencé Sans Limite, même si ça a commencé tranquille. C'est-tu être reconnu, mais il n'y a pas juste être reconnu sur la rue, c'est d'être reconnu. Savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent avec vraiment beaucoup de chaleur de Sans Limite et de taquinon. Je veux pas te faire vieillir, mais moi, oui, on a quasiment le même âge, et ça, j'entends des témoignages comme ça. Mais ça prend pas beaucoup d'écart là, pour créer une génération en télé. Puis je sais, encore Patrice Robitaille, il me dit, il va être déçu que je le cite, mais je l'ai croisé récemment, à Ghislain et moi, il a dit, les gars, on n'a pas une grande différence d'âge, mais vous avez marqué, parce qu'il a commencé après nous. Ben oui. C'est satisfaisant, mais c'est comme un chanteur. On veut pas juste chanter ses vieilles chansons, alors on veut marquer autrement. Mais clairement, à la soirée, ou devrais-je dire, la journée est encore jeune, c'est vraiment un terrain créatif. Mais t'as pas en tête, est-ce que tu aimerais ça en faire un show solo?
c'est ça. J'étais sur scène, tout seul, micro, 60 minutes, le typique, stand-up. Ou peut-être pas le typique stand-up, justement, avec un show monté avec toutes sortes de trucs, mélangés, imitations. Ouais, je sais, tout est là, mais j'ose pas. J'ai je sais, cet automne plutôt, j'ai répondu à une invitation de Daniel Grenier qui rôde son spectacle Jaune, je pense. Et il est super gentil, puis on s'est rencontrés sur un plateau, puis il savait par une amie interposée que des fois j'écrivais des trucs. Alors cet automne, même en septembre, il m'a dit, septembre 2022, il m'a dit, viens, essaye, tu l'auras fait, tellement accueillant, que finalement, j'ai plongé, puis en octobre suivant, je suis arrivé avec un truc. Les gens savaient pas que j'étais là. J'ai été présenté dans c'était un petit bar dans le coin de Terrebonne, le Foutoir. Très bel endroit pour faire du spectacle. Puis là, je me suis posé la question. Je le faisais, là, mon truc. Là, j'avais mon texte encore. Puis je me disais, est-ce que t'es bien? Puis j'avais le temps de me poser la question. C'est un vrai plongeon, c'est sûr. Là, j'avais un texte, mais c'était, à mon avis, correct, le texte. Mais c'était sur un seul sujet, puis on dirait que ça m'ennuyait que ce soit 7 minutes sur le même sujet. C'est pas mon cerveau. Mon cerveau, il est en ébullition, mais il faut que le monde me suive. Est-ce qu'il faut que ce soit plusieurs idées? Moi, ce qui me fait la simple raison, il y a le tract, mais c'est aussi la mémoire. C'est juste le texte. Ouais. Si il y en a je sais qu'il y a des humoristes, certains travaillent avec des télésouffleurs. Ça doit être spécial que le public voit le télésouffleur par terre. C'est bizarre, ça. Ça peut aider. Tu as des notes. Il y a des humoristes, c'est clair. Ils sont en rodage, ils ont le cahier. Oui. Ou bien c'est correct. Ou bien ils ont des points. En tout cas, mais moi, je n'ose pas assez, c'est sûr. Même l'impro, j'en ai fait une fois au cégep où je devrais me mettre à ça. Mais le stand-up, il est-tu sur ta liste de choses à faire? Il n'est pas vraiment écrit sur une liste. Non? Okay. Ça me fait encore trop peur. C'est comme Raymond Beaudoin. Les gens me disent, quand est-ce que tu vas leur faire? Là, c'est un contexte difficile. En télé, je pense pas que ça passerait. Peut-être sur le web. Moi, je voulais pas étirer un personnage comme on peut faire. Mais le personnage est toujours pas très loin, ses vêtements, etc. Mais... Non, fais d'autres choses. Si j'ai un certain... Il faut que je le sache en dedans de moi si ça me tente encore. Moi, je me demande, parce que justement, tu travailles à faire rire les gens beaucoup, mais ultimement, pour toi, qu'est-ce qui te fait rire? Qui te fait rire dans le milieu? Est-ce qu'il y a des gens ou est-ce que tu trouves que c'est des incontournables pour toi? Là, je vais faire un peu, parce qu'il est dans l'air du temps, mais il est plus que dans l'air du temps. J'ai même pas vu son spectacle. C'est Pierre-Yves Roy des Marais. En plus, je l'ai rencontré parce qu'on a fait j'ai tourné avec lui dans le Bye-Bye, et puis après ça, on a jasé, puis je le vois aller aussi dans des extraits, puis... Je l'ai déjà interviewé à l'époque pour Parasol et Gobelets, puis il n'était pas encore installé. On ne sait pas trop ce qu'il faisait. Je pense qu'il s'est présenté trop tôt à notre émission. C'était une bonne idée. Je pense que le producteur-réalisateur de l'époque avait vraiment une vision, parce qu'il dit, lui, il a un talent. Bon, ben, ça ne s'est pas passé. L'entrevue, c'était correct, mais on n'avait pas de matière. Mais là, je le regarde aller, puis en plus, il a une élégance, d'une gentillesse, et puis ça, lui, il me fait rire, parce qu'il me surprend. C'est sûr que j'ai des affections pour Marc Labrèche, Martin Matt. Marc, c'est aussi... je tourne parfois avec lui pour cette année-là. Et il y a 2 ans, ils m'ont demandé même d'écrire à l'occasion. J'ai écrit dans les 2 dernières saisons, j'ai écrit quelques sketchs. C'est très le fun. Mais bon, Marc est super fin. Il me dit, il m'invite à jouer dans un sketch, mais je l'écrivais pas pour ça. Mais c'est fun d'écrire aussi pour quelqu'un, ou en tout cas de voir ses écrits qui sont dans un sketch. Alors, c'est sûr que Marc me fait rire. Des Anne-Élisabeth Bossé, des Suzy Bouchard, mais à l'international, Larry David avec Kirby Enthusiasm, ça me fait hurler de rire. Une belle saison qui arrive bientôt. Ah oui, c'est parfait. Là. J'aime tellement ça. Puis là, tu es là, puis c'est sûr que je suis le genre de spectateur ou de téléspectateur qui se projette dans l'œuvre. Je devrais me calmer, puis je ne me projetterai pas devant un musicien classique, c'est sûr. Je connais mes limites et le travail, et en tout cas, et le talent et tout. Mais ça me fait rire, et je trouve ça riche. On me pose la question souvent, on ne sait pas trop quoi répondre. Je suis pas un rieur, il faut que j'accepte que je suis pas drôle. Louis-José Hood, sa performance à la disque à chaque année, j'ai manqué son dernier spectacle, ça me fait rire, j'imagine le travail derrière.
Mais il y a une série aussi que j'ai découvert aux États-Unis qui s'appelle, qui est sur Crave, HBO, Barry. Hey, je suis tellement content que tu le Ah shows. oui? Je suis là-dedans en ce moment. OK. Je suis dans la fin de la 2e saison. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Puis le concept, tout. Ben oui, Puis le parlons-en. regard du théâtre, le personnage. Puis lui, il est extraordinaire. Ben oui. cet acteur-là. On peut quand même dire c'est quoi la prémisse Oui, pour le... oui. Vas-y. Enfin, si je me trompe pas, ben je veux dire, c'est un gars qui a fait l'armée, qui a fait l'Afghanistan, qui revient. C'est un... Je veux pas trop vendre de punch, mais... Non, mais on le sait dès la On 3e sait. minute Oui. que c'est... Pour que c'est un vivre tueur à maintenant, gages. c'est un tueur à gages. Oui, c'est oui, ça. c'est ça. Mais son passé, c'est qu'il arrive, il a servi l'armée dans l'armée américaine et il aboutit dans un cours de théâtre. Je pense que c'était à Los Angeles parce qu'il y a eu un contrat, lire, devoir exactement. tuer quelqu'un. Moi, c'est tout ce que je dirais aux gens. Puis Et il découvre le théâtre, on pourrait dire ainsi. découvre le théâtre, puis c'est tellement des personnages. Et, ah oui, le prof de théâtre, n'oublions pas de dire... Monsieur Cousineau. Oui, c'est ça qui est l'acteur qui jouait de Fonz Ouais. dans Happy Days pour les plus vieux. Qui est extraordinaire. Puis si vous êtes moindrement dans le milieu du théâtre ou du jeu, vous allez reconnaître plein de personnes. Lui, il a dû avoir un plaisir à jouer ça, mais ouais. au-delà de tout ça, il y a des guns, il y a de l'humour. Puis il y a des moments supra-touchants Oui, dedans oui. aussi, en plus. Là. C'est bien balancé. Là, tu sais. Et bon, donc moi, des fois, il y a moins de pression. C'est à l'international, tu peux rire. Il y a... Qu'est-ce que... Bon. Mais c'est quoi, regarde, on va aller dans la prescription parce que le temps oui. passe. On y va. À la prescription, Ah oui, on va dans la prescription. Ouais, puis là, combien de temps? écoute, le temps que tu veux, en fait, c'est plus parce que ton agente m'avait Oui. dit 1 heure, puis Oui. il nous reste environ 1 Oui. minute et demie. Alors, on y va. Ben moi, je recommande la série Barry. Vous avez en plus sorti en 2018, c'est sur Ouais. Crave. Exact. Et ce qui est merveilleux, si vous aimez, c'est que vous sachez que vous avez 3 saisons à dévorer. Oui. Alors moi, la 3e et dernière saison, il me restait un épisode, un avant-dernier épisode. Je prenais mon temps. Alors ça, c'est rare. Je vous recommande ça. Vous allez voyager Oui, vraiment. en Exact. Californie avec une prémisse à rappeler. Oh non, ils viennent de l'entendre. Ils viennent de l'entendre. En bande dessinée, je suis pas un grand lecteur de romans. Je lis, je sais, mais j'ai pas l'attention. Je lis qu'en vacances sur une plage. Donc, je vous recommanderais un auteur de bande dessinée, moi, qui me fait rire, qui est une rencontre entre le cœur à ses raisons et l'absurde des appendices. L'auteur s'appelle Fab Caro, Fabcaro. Okay. C'est inspiré, son dessin est inspiré des photoromans italiens, c'est-à-dire ces espèces de beaux brumelles. Il fait même du calque par-dessus, mais c'est du dessin et c'est des récits. Alors, il y a entre autres Zai Zai Zai, comme la chanson de Joe Dassin, qui est un de ses livres qui a fait l'objet d'un film. C'est l'histoire d'un homme qui arrive à la caisse et qui veut acheter, mais qui n'a pas sa carte fidélité. Et la carte fidélité, la carte de points de chez Metro ou autre. Et la caissière est insultée, donc c'est un peu absurde. Et la sécurité vient, puis il se défend avec un poireau. Et puis finalement, ça devient une chasse à l'homme à travers la France. Et alors c'est des métaphores évidemment sur t'as pas ta carte d'identité, qu'est-ce que tu fais là? Fab Caro, j'ai eu la chance de l'interviewer à Parasol parce que je suis un fan, c'est venu à leurs oreilles. Alors c'est un être aussi sympathique et il est productif. Vous allez trouver plein de choses sur lui. Cool. Maintenant, moi, j'aime beaucoup, j'écoute beaucoup toutes sortes de musique. Alors, moi, j'ai le téléphone en main. Quand il y a quelque chose de bon qui joue, je Shazam. Okay. Puis je mets ça dans une liste de musique qui s'appelle Maison. Je sais pas pourquoi. Alors, il y a de tout. Mais... Ce temps-ci, c'est quoi que tu mets dans tes oreilles? C'est tellement... Il y en a trop. Ariane Roy que j'aime, mais si ça fait juste Ariane Roy, ça fait que je l'ai entendu l'autre jour. Mais je pourrais aussi te dire...
Émile Bilodeau, récemment, son dernier album, c'est comme... Je l'ai vu en spectacle, et puis il y a une chanson où il parle de Freddie Mercury. J'aime pas toutes ses chansons, mais j'aime beaucoup la mélodie de celle-là. Et il y a Claude Pelgag qui fait une participation. Je trouve qu'il a pris du galon, puis il s'est trouvé. Puis j'aime ses chansons quand elles sont douces. Voilà. Ça conclut super bien notre émission. Hey, merci beaucoup. Merci à toi, merci de l'invitation. Oui, à la revoyure. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.